Elle s'organise en 3 grands volets. La première partie, en fait, on va s'intéresser au mode de transport. Ça nous permet, au travers d'un quiz très ludique, en fait, de passer un certain nombre d'informations aux participants qui peuvent être des citoyens ou des salariés. Une partie qui permet d'identifier les leviers d'action qui sont à notre disposition. Et on se rend compte qu'en fait, on peut faire plein de choses pour limiter ces émissions de gaz à effet de serre sur sa mobilité, même quand on est sur des territoires comme les nôtres. Aujourd'hui, dans Déplace-toi vert, nous recevons dans ce cadre Angélique Zetor et Paul Gourlet au micro de Domitil Courtemanche. 2 shifters bénévoles qui font tout pour décarboner l'économie dans le département, aussi à Annecy. Une manière donc très concrète d'agir pour une transition bas carbone dans le cadre du Shift Project. Décarboner l'économie française à tous les niveaux. Bonjour Angélique Zetor. Bonjour. Et bonjour Paul Gourlet. Bonjour. Alors d'abord, d'entrée de jeu, je ne suis pas sûre que tout le monde sait exactement ce que sont les shifters. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est un shifter et son rôle ? Alors, pour parler des shifters, il faut commencer par parler du Shift Project. C'est un affreux anglicisme. En gros, to shift, ça veut dire bifurquer. C'est une initiative qui a été démarrée par Jean-Marc Jancovici en 2010. Il a réuni une association d'entreprises qui finance une équipe de spécialistes et qui travaille à produire du contenu, des études, des rapports et des propositions pour décarboner l'économie. Donc là, il s'agit vraiment d'une équipe de professionnels à plein temps. Oui, au niveau national, ça se passe. Voilà, et qui sont financés par des entreprises qui adhèrent à l'association et qui cotisent pour ça. Et alors, autour de cette initiative, s'est construite à partir de 2014 une association de bénévoles intéressés par ce sujet et qui s'est formée pour soutenir, encourager, décliner, propager les propositions du Shift. Dont vous. Et voilà. Et donc, les Shifters réunissent maintenant plus de 20 000 sympathisants sur le territoire français. Et ils ont essaimé maintenant en communauté locale. Il y a des groupes locaux de shifters dans pratiquement toutes les grandes villes de France, dont Annecy. Et donc nous, Angélique et moi, faisons partie du groupe local d'Annecy, qui réunit une centaine de personnes. Donc si je comprends bien, votre but c'est d'appliquer ce Shift Project dont vous venez de nous parler, décarboner l'économie française à tous les niveaux. Des exemples, comment on s'y prend de manière générale en France. Chacun en local va mener une liste à suivre ou mène un petit peu ses projets. C'est bénévole et c'est vraiment à l'initiative de chacun. Mais en gros, il y a une cible grand public où il s'agit de proposer des conférences, d'intéresser, d'expliquer les enjeux. On a fait récemment à Annecy une conférence sur les Alpes à 50 degrés où on a réuni plus de 200 personnes intéressées par la question en partenariat avec l'USMB. Il y a une activité vis-à-vis des entreprises où on peut proposer aux entreprises des conférences et du conseil pour orienter leurs initiatives RSE. Et puis surtout des initiatives vis-à-vis des collectivités locales et des propositions pour orienter les projets d'aménagement sur le territoire. Vous voulez dire que vous agissez en fait à 2 niveaux, au niveau donc du public, mais au niveau aussi des grosses entreprises ou des collectivités locales. Donc il faut des compétences, j'imagine, l'un et l'autre, que vous mettez à contribution pour mettre à bien ce projet ? Oui, et bien sûr, on exploite le contenu proposé par le Shift Project. Il y a énormément de matériaux qui est à disposition des shifters pour participer au débat public et y apporter des contributions crédibles et argumentées. Vous vous êtes fixé des objectifs chaque année. Vous avez comme ça une liste de courses un peu ? C'est tout de même pas une entreprise, encore une fois, nous sommes bénévoles. Mais oui, sur le territoire d'Annecy, nous avons plusieurs enjeux qui sont maintenant clairement identifiés, notamment autour de la mobilité. Et c'est pour ça que nous sommes très intéressés et très enthousiasmés par ce que vous avez fait Radio Mont-Blanc sur le Déplace-toi vert. Il faut savoir que dans le département, les déplacements représentent 40% des émissions de gaz à effet de serre. C'est avec le chauffage domestique et résidentiel et tertiaire aussi. Enfin, avec le chauffage, le déplacement, c'est la principale source d'émissions sur le territoire. Et donc toutes les initiatives qu'on peut prendre pour
proposer des alternatives, que ce soit du report modal ou du changement d'énergie des véhicules, vont dans le bon sens et nous sommes très actifs pour encourager ça. La mobilité, on va y revenir dans un instant, on va vraiment s'étendre sur ce sujet puisque c'est le cœur de cette émission. Avant, j'avais une question à vous poser encore une fois sur la formation. Est-ce que vous recevez une formation quand vous devenez comme ça bénévole pour appliquer le Shift Project? Alors Paul l'a dit tout à l'heure, en fait, grâce au Shift Project, on a énormément de contenu à notre disposition. On a tout un parcours en fait qu'on peut suivre en ligne avec une richesse de contenu assez incroyable. Donc même pour les personnes qui en fait pourraient se dire ouais, je suis pas scientifique, je sais pas, je connais pas, etc. Vous êtes les bienvenus parce que vraiment on a tout ce qu'il faut à notre disposition en fait pour se former sur les sujets. C'est-à-dire que chacun peut devenir un shifter s'il le veut. Il y a tout à disposition pour ça. Tout le monde est invité. Actuellement à Annecy, vous êtes 2, c'est ça? Ou bien plus? Ah non, on est une centaine. C'est une centaine à Annecy. Et sur la Haute-Savoie aussi, ça regroupe Annecy. Alors, il y a d'autres villes. Il y a d'autres groupes en Haute-Savoie. Il y a un groupe dans la vallée du Mont-Blanc, qui n'est pas aussi important que celui d'Annecy, mais qui est très actif. Et puis dans le voisinage immédiat, alors c'est pas la Haute-Savoie, mais il y a un groupe à Chambéry, il y a un groupe dans le Pays de Gex, et puis bien sûr un groupe à Grenoble et un groupe à Lyon. Est-ce que vous vous rencontrez les uns les autres? Est-ce que vous échangez un petit peu sur ce que vous faites? Oui, bien sûr. Il y a une dynamique très active d'échange et de partage entre les groupes. On est tous en contact régulier, oui, bien sûr. C'est-à-dire que vous pouvez vous inspirer les uns les autres aussi d'actions menées? S'inspirer, s'entraider, effectivement, oui. Vous avez un exemple, par exemple, d'action et nous participons ensemble à la démarche de COP régionale. La COP régionale, c'est une initiative qui a été lancée par le gouvernement pour encourager chaque territoire en France, chaque région, à prendre sa part des objectifs qui ont été souscrits au plan national lors des COP mondiales à laquelle la France a participé. Et donc chaque région construit son plan d'action pour accomplir sa part de l'objectif de réduction d'émissions. Et vous avez un exemple justement d'action qui a fonctionné, que vous avez pu vous transmettre les uns les autres ici dans la région, Angélique Zetor? Notamment le déploiement de la fresque. Ah oui, bien sûr. Faites tellement de choses. Lequel on choisit? Oui, la fresque de la mobilité, en fait, c'est un outil de sensibilisation. Donc, c'est un atelier de sensibilisation et qui permet en fait de montrer tout ce qu'on peut faire différemment en fait que ce qu'on a l'habitude de faire aujourd'hui avec nos véhicules thermiques. Elle s'organise en 3 grands volets. La première partie, en fait, on va s'intéresser au mode de transport. Ça nous permet, au travers d'un quiz très ludique, en fait, de passer un certain nombre d'informations aux participants qui peuvent être des citoyens ou des salariés. Une partie qui permet d'identifier les leviers d'action qui sont à notre disposition, et on se rend compte qu'en fait, on peut faire plein de choses pour limiter ces émissions de gaz à effet de serre sur sa mobilité, même quand on est sur des territoires comme les nôtres. Par exemple par exemple le covoiturage, par exemple l'éco-conduite, par exemple prendre son vélo quand on peut le faire. Moi, j'habite à 800 mètres d'altitude et pourtant, je suis quasiment toute l'année en vélo électrique. Alors en électrique, je précise, parce que sinon ce serait un peu compliqué. Mais c'est possible. Et la dernière partie, en fait, on propose aux participants de devenir des coachs mobilité. Et du coup, on a des foyers types, à la base des foyers types français, à qui on doit recommander en fait de prendre certaines décisions pour limiter l'impact carbone de leur mobilité. Et en fait, sur le territoire, il y a un travail qui a été fait justement pour adapter ces profils à des foyers vraiment locaux avec des problématiques vraiment locales. Et ça, c'est super parce que ça parle vraiment aux gens. En fait, on parle des problématiques qu'on peut avoir quand on habite Annecy, par exemple, et qu'on doit travailler à Genève. Quand on habite Grenoble, on n'a pas les mêmes problématiques que quand on habite Paris ou Bordeaux. C'est un peu du sur-mesure, en fait, que vous faites. Là, on a vraiment eu ce travail qui a été fait, qui est assez incroyable parce qu'on est sur nos problématiques à nous, citoyens de la région. Donc la mobilité, c'est vraiment l'un de vos volets phares sur lequel vous agissez. Il y a d'autres enjeux, je crois. Il y a la gestion longue, l'élevage, l'isolement, le tourisme. Mais la mobilité, vous avez décidé donc de vous concentrer spécialement sur ça. Pourquoi? Vous l'avez déjà dit avec quelques chiffres.
c'est le facteur d'émission le plus fort en fait. Donc c'est vraiment là où on a la possibilité d'agir et où on a la possibilité d'avoir vraiment des réductions fortes. Donc c'est pourquoi en fait c'est un de nos focus majeurs. Le consommateur, il a 4 leviers d'action principaux à sa disposition. 1, la mobilité. 2, le chauffage et l'énergie domestique. 3, sa consommation générale. Et le 4e, transport, mobilité, chauffage. Oui, après, tu as tout ce qui est énergie, tout ce qui est lié. Le 4e me reviendra tout à l'heure. La biodiversité, peut-être ? Oui, le consommateur, il ne peut pas grand-chose. Mais disons que les initiatives que peut prendre un consommateur sont autant de signaux qui sont interprétés par les politiques et par les entreprises pour adapter l'offre, adapter les réglementations. Si le consommateur commence à démontrer qu'il est prêt à un changement, l'économie change autour de lui. Tant que le consommateur est inerte et reste dans ses routines, l'économie ne changera pas parce que l'économie sert le consommateur. Donc l'enjeu, c'est le consommateur, c'est lui qu'il faut viser en premier. En fait, on a tous un pouvoir d'influence. On ne s'en rend pas compte forcément, mais on a tous la capacité, rien qu'en changeant nous-mêmes certaines habitudes, à donner envie aux autres de s'y mettre. Et c'est aussi un des messages qu'on peut faire passer. Peut-être que tu penses à l'alimentation sur le quatrième, c'est l'alimentation. Lequel on est. Mais en fait, le consommateur a un rôle à jouer en fait, et on a tendance parfois à penser que c'est pas en notre pouvoir, que c'est les politiques, que c'est les entreprises, etc. Mais non, en fait, nous, en tant que consommateurs, on peut faire énormément de choses, et tout ce qu'on peut faire, même le plus petit pas possible, en fait, il est bienvenu. Donc, c'est un peu un des messages aussi qu'on fait passer. En Haute-Savoie, justement, on parle donc de toucher les personnes par rapport au transport, les personnes qui habitent ici, mais on le sait, il y a aussi toutes les personnes qui viennent aussi ici, puisque c'est un haut lieu du tourisme. Eux, comment vous les touchez ? Parce qu'ils arrivent, ils repartent, il faut arriver à les attraper, entre guillemets. C'est une question très difficile à laquelle on n'a pas forcément de réponse toute prête. C'est vrai que la région vit du tourisme. Alors on a un exemple paroxystique avec le tourisme d'hiver dans les stations qui entraîne des émissions considérables liées à la mobilité. Les tourismes font vivre la région, leur mobilité est une cause d'émissions. Qu'est-ce qu'on peut y faire ? Une des principales réponses, c'est de transformer cette mobilité et de proposer des transports en commun adaptés, notamment par le train. De sensibiliser. Et les entreprises peuvent faire des choses par rapport à ça. Moi, je suis intervenue parfois justement sur des actions de sensibilisation dans des entreprises locales. Et dans les leviers d'action identifiés, c'était comment on peut en fait valoriser tous nos clients qui viennent en transport en commun, qui viennent en prenant le train, etc. Et il y a des programmes qui sont en train d'être montés pour avoir une récompense en fait à tous ces touristes qui choisissent de venir en train plutôt qu'en voiture. Ce genre de choses, ça paraît anodin, mais mine de rien, à grande échelle, ça peut avoir un impact. Donc ça bouge à ce niveau-là. Je vous propose de faire une petite pub. On revient dans un instant. Angélique Zetor et Paul Gourlet, je rappelle, 2 shifters bénévoles au service de la décarbonation de l'économie, basés à Annecy. On y revient dans un instant. Et on retrouve Angélique Zetor et Paul Gourlet, 2 shifters bénévoles basés à Annecy pour appliquer donc le Shift Project, décarboner l'économie française à tous les niveaux. Alors d'ici quelques semaines, ce sera les élections européennes, élections avec des enjeux liés justement liés à la décarbonation. C'est aussi l'avenir du pacte vert européen qui joue. Alors un mot dessus ? Le pacte vert européen, c'est un enjeu considérable qui a amené des transformations majeures dans tous les pays de l'Union européenne. Le titre en anglais, c'est Fit for 55. C'est une façon d'exprimer que l'objectif pour 2030, c'est une réduction de 55% des émissions de gaz à effet de serre territoriales par rapport à 1990. Donc, il y a eu une première tranche qui était le pacte 2020, j'ai oublié son titre. Il y a le paquet législatif 2020 qui a amené une première étape de réduction. Mais l'horizon 2030 est extrêmement ambitieux et se décline à travers l'ensemble des politiques européennes. Et je crois même qu'à terme, le but, c'est de rendre l'Europe climatiquement neutre. Donc c'est encore plus ambitieux, c'est carrément ne plus du tout polluer en fait. Oui, c'est l'objectif 2050. La neutralité carbone 2050, c'est l'engagement que l'Europe a pris.
chaque pays individuellement et l'Europe collectivement l'a pris au moment de la COP 21 en 2015 à Paris. Donc, neutralité carbone 2050, c'est excessivement ambitieux. Est-ce que c'est possible en fait? Est-ce que vous y croyez? Mais c'est un effort qui commence maintenant. À partir de maintenant, c'est une réduction des émissions, alors de l'empreinte carbone. Quand on parle d'empreinte carbone, c'est les émissions territoriales plus les émissions qui sont incluses dans les produits qu'on importe, qui sont fabriqués à l'étranger. Et Dieu sait s'il y en a beaucoup. C'est en 50 à 60% de supplément par rapport aux émissions territoriales. Et donc cet objectif de réduction est, oui, très ambitieux, mais faisable, à condition qu'on commence dès maintenant à réduire chaque année d'environ 5%. 5% par an à partir de maintenant, et 5% de plus. Mission à laquelle vous vous employez chaque jour. Pour donner un ordre de grandeur, au moment du Covid, quand tout s'est arrêté, l'année 2020 a fait moins 5% par rapport aux précédentes. Mais évidemment, en 2021, c'est remonté. Oui, voilà, forcément, on ne peut pas non plus vivre confiné tout le temps. Oui. Et donc le message, c'est un Covid par an, un Covid de plus par an chaque année à partir de maintenant, pour atteindre la neutralité carbone en 2050. En sachant qu'on peut le faire sans être enfermé. Heureusement. Chacun chez nous. Exactement. Et en fait, plus on anticipe et plus on peut décider en fait et choisir quel chemin on va prendre collectivement. Et moins on va subir en fait. Et moins on va subir, exactement. Et quel est l'enjeu justement de ces élections européennes? C'est vrai que les chiffres sont beaucoup tombés hier de dire en fait que les Français sont assez désintéressés malheureusement par ces élections européennes. Je pense qu'ils n'en saisissent pas l'enjeu par rapport à la décarbonation. C'est quoi l'enjeu dans ces élections? Comment nous on peut agir? Dans ces élections, le citoyen, en exprimant son vote, peut renforcer la dynamique on va dire écologiste ou les préoccupations environnementales du Parlement européen et donc de l'ensemble des politiques européennes. Et c'est extrêmement important que tout le monde comprenne aujourd'hui que le suffrage du 9 juin dépasse très largement les controverses politiciennes franco-françaises et qu'il ne faut surtout pas déterminer nos votes par rapport à un positionnement politique en France, mais bien par rapport à une préoccupation environnementale et a priori, si on suit le message du Shift Project, un suffrage qui doit renforcer et conforter les politiques européennes en vue du Fit for 55, donc 55% de réduction des émissions territoriales en 2030, ce qui est un enjeu considérable par rapport à 1990. Donc on a déjà fait à peu près la moitié du chemin. Ouais. Quelles sont les premières marches d'ailleurs pour aller vers cet objectif, pour atteindre cet objectif-là? C'est toujours les mêmes enjeux de réduction des émissions, enfin de chauffage, alimentation, consommation générale, transport. On est toujours sur les mêmes sujets. Tous les sujets qu'on a abordés justement, vous pourrez retrouver aussi sur Internet, notamment des shifters du groupe local d'Angers qui ont organisé un débat le 16 avril justement avec tous les candidats des élections européennes. Je vous invite à les retrouver sur ce site. Merci en tout cas Angélique Zetor et Paul Gourlet d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. L'heure passe vite, on doit mettre fin à cette interview. Je rappelle donc que vous appliquez le Shift Project, décarboner l'économie française à tous les niveaux, à commencer par Annecy. Et n'hésitez pas à nous rejoindre. Bien sûr. Merci beaucoup. Vous retrouvez bien sûr cet entretien en intégralité et en vidéo sur radiomontblanc.fr, sur nos réseaux sociaux également dès cette fin de matinée.